Sur le dépistage, la France a également entrepris des initiatives assez fortes qui s'articulent sur 2 points. Le premier, c'est la mise en place d'un programme organisé de dépistage à l'échelon national, réparti dans les territoires et pris en charge par des centres de gestion de dépistage des cancers qu'on appelle les CRCDC. Cette organisation a pour objectif finalement de donner un peu plus de cohérence à ce dépistage, à en assurer l'évaluation et à étendre aux populations défavorisées donc ce dépistage pour lesquels ces cibles-là n'étaient pas ou peu accessibles. Puis la deuxième évolution importante, c'est celle qui aboutit après des preuves très robustes au travers d'études randomisées nombreuses depuis maintenant plus de 15 ans, qui permet le passage du dépistage basé sur le frottis au dépistage fondé sur le test HPV. Comme il n'y a pas de cancer du col sans papillomavirus, eh bien, on exploite après l'âge de 30 ans la recherche du virus comme première approche de dépistage des femmes qui sont ensuite, lorsqu'elles sont positives, triées avec la cytologie classique. Ce passage de la cytologie, du dépistage cytologique au dépistage HPV est une évolution majeure qui maintenant est rentrée dans la routine auprès des praticiens, qui demande encore quelques efforts d'information auprès des patientes qui sont restées assez figées avec leur rituel du frottis cytologique classique. Et donc, c'est important aujourd'hui de faire le point dans cette période de transition des 2 années de la mise en place de ce dépistage viral, de faire le point sur voilà, comment ça se passe, la mise en œuvre, la performance, les difficultés rencontrées, et puis pour la vaccination également, faire le bilan, quelque part, de ces 15 années de mise à disposition du vaccin. Alors, sur le dépistage, ce qu'on attend de l'organisation du dépistage, c'est 2 choses importantes. D'une part, d'améliorer la couverture au dépistage avec un objectif de passer de 60% à 75-80% pour être pertinent, et puis, par la même occasion, accéder aux populations défavorisées, qui sont des populations à risque de cancer du col. Concernant le bénéfice que l'on attend du dépistage HPV par rapport à la cytologie, eh bien ça repose sur les données de la littérature, essentiellement des études randomisées, qui ont apporté la preuve que chez une femme de plus de 30 ans, lorsqu'on compare la performance du test HPV à la cytologie classique, eh bien, on augmente la sensibilité à détecter les lésions qu'on appelle de haut grade, précancéreuses, de l'ordre de 25 à 30%. Par cette approche, on détecte également beaucoup plus tôt les lésions précancéreuses que ne le faisait la cytologie, et parce qu'on les détecte plus tôt et plus souvent, on va donc faire la prévention du cancer du col par le traitement de ces lésions, et par conséquent, ce à quoi on s'attend, c'est une diminution de l'incidence du cancer du col. L'incidence du cancer du col, qui est rapportée dans la littérature comme pouvant atteindre 70% de réduction avec cette approche HPV comparée à la cytologie classique. Alors, c'est vrai que c'est un objectif scientifiquement prouvé comme étant performant. Mais la mise en place et la mise en œuvre
n'est pas sans difficulté. Pour ce qui est des centres de gestion et de la coordination du dépistage du cancer du col dans cette organisation du dépistage, ces centres de gestion qui sont répartis sur le territoire, il y en a plusieurs, rencontrent depuis maintenant l'installation des difficultés en particulier à recueillir les informations et les résultats des tests dans les laboratoires de biologie, où les résultats de la cytologie ou de l'anatomopathologie, des biopsies qui ont été faites. Donc, des difficultés qui font qu'aujourd'hui, il y a un effort à faire justement pour une meilleure coordination entre les centres de gestion qui sont chargés donc de gérer l'organisation avec les laboratoires de ville et qui recueillent toutes les données. Ça, c'est un point très important sur lequel il va falloir évoluer favorablement. Le deuxième point concerne finalement l'outil que l'on utilise, l'HPV. Alors, comme vous le savez, vous pourrez vous rendre sur l'application 360 Medix gestion des résultats HPV, où nous avons largement développé les différents algorithmes qui ont été proposés par les institutions pour la prise en charge finalement d'un dépistage positif. Mais je rappelle très brièvement en quoi consiste ce dépistage. Avant l'âge de 30 ans, il est fondé sur la cytologie uniquement. De 30 à 65 ans, il est fondé en premier sur le test HPV. Et donc, lorsque le test HPV est négatif, compte tenu que ce qu'on appelle la valeur prédictive négative du test est très élevée, de l'ordre de 98 à 99%, en d'autres termes, il n'y a pratiquement pas de lésions précancéreuses lorsqu'on est HPV négatif. Ceci permet donc de donner une garantie qu'à l'instant T où le test a été fait, qu'il est négatif, il n'y a pas de lésion précancéreuse, et permet et autorise finalement d'espacer l'intervalle du dépistage à 5 ans en toute sécurité. Donc, lorsque le test HPV est négatif dans ce dépistage primaire après 30 ans, le dépistage, le rythme du dépistage, passe à 5 ans. Alors ça, c'est un passage, une transformation assez radicale, puisque jusque-là, avec la cytologie, c'était tous les 3 ans, mais dans la pratique, les femmes réalisaient des frottis tous les 2 ans, en moyenne, 18 mois, 2 ans. Donc, il y a lieu, finalement, de bien expliquer le pourquoi et le comment, à la fois au niveau des professionnels et des patientes, pour bien comprendre que cela, évidemment, est fondé sur des arguments scientifiques prouvés. Cependant, il faut aussi garder à l'esprit que l'HPV négatif, s'il est très pertinent, effectivement, pour rassurer les patientes et espacer l'intervalle, dans 2 à 4% des cas, il peut y avoir ce qu'on appelle des faux négatifs du test, qui sont liés essentiellement à des problèmes d'échantillonnage, mais dans lesquels éventuellement une lésion sous-jacente est possible. Donc, il faudra reconnaître ces situations, les situations ambiguës ou les situations à risque sur lesquelles il faudra être attentif. L'autre point concerne les HPV positifs. Alors, les HPV positifs après l'âge de 30 ans, ça représente environ 10 à 12% de la population. C'est un nombre considérable. Pour autant, un HPV positif détecté ne veut pas dire qu'il y a une lésion, et encore moins qu'il y a une lésion précancéreuse. La prévalence, lorsqu'on est HPV positif, pour avoir une CIN3 sous-jacente, c'est seulement 4%. Ça veut dire qu'il y a encore plus de 95% des sujets HPV positifs qui n'auront pas de lésions à risque. C'est tout simplement parce que
tout dépend du type de virus auquel on a été exposé. Les virus sont plus à risque que d'autres. Et puis tout dépend aussi dans l'histoire naturelle de la maladie, à quel moment on a détecté le virus. Si on l'a détecté à un stade initial, eh bien, il ne se passe rien. Si ce virus persiste pendant 2, 3, 4 ou 5 ans, eh bien là, on va pouvoir détecter des anomalies. Donc, il faut tenir compte de ces paramètres. Et la difficulté, finalement, c'est que on ne peut pas se fonder que sur l'HPV pour aller faire des explorations. Sinon, nous aurions un nombre considérable d'explorations inutiles. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est HPV positif, il faut faire un triage par la cytologie. Et les explorations commencent, en particulier la colposcopie est initiée uniquement lorsque la cytologie est positive. Quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui? Premièrement, lorsque des frottis arrivent au laboratoire aujourd'hui, le laboratoire sait par avance que la patiente est HPV positif. Et donc, nous constatons une surévaluation de certains diagnostics cytologiques, en particulier les SCUS. Dans nos séries, c'est à peu près 50%. On a tendance, sur les lames de cytologie, à surévaluer, et de l'ordre de 30% pour les frottis bas grade. Et, par voie de conséquence, ces surévaluations qui vont générer des colposcopies, eh bien, les colposcopies, on est confronté à des colposcopies négatives, de l'ordre, dans nos séries, de l'ordre de 30% en moyenne, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés. D'autre part, lorsque le dépistage, donc on est HPV positif, que la cytologie de triage est négative, on propose de refaire un test de contrôle 1 an après. Et donc cette notion de passage en 2 fois du dépistage fait que parfois on va perdre de vue un certain nombre de patientes dans cette démarche. Tout cela pour dire que on travaille, et ça va arriver bientôt, sur des tests de dépistage plus spécifiques que ne l'est le simple test HPV, de façon à ne pas être confronté à ces difficultés. Quelles sont les orientations sur lesquelles les choses évoluent? 3 orientations principales. La première, c'est le génotypage. On sait très bien que le risque de développer une lésion de haut grade, il est variable en fonction des génotypes auxquels on a été exposé. Ce n'est pas la même chose d'être exposé à un 16 ou à un 66. Donc, la connaissance des génotypes permet de moduler le risque, certains types étant plus à risque que d'autres. Deuxième évolution concerne des outils, en particulier ce qu'on appelle la méthylation. Lorsque le test HPV est positif et qu'on a l'expression de gènes méthylés, eh bien, on a là la possibilité de mettre en avant une population un peu plus à risque de lésions de haut grade et distinguer finalement un groupe de femmes qui ont des CIN de haut grade débutantes qui sont moins à risque que des CIN de haut grade persistantes qui sont beaucoup plus à risque. Puis il y a aussi le séquençage viral qui permet finalement de faire la distinction entre, au sein même de certains génotypes, ceux qui sont plus agressifs, ceux qui pourraient être plus agressifs que d'autres. La troisième évolution concerne l'autoprélèvement. L'autoprélèvement consiste à demander à la patiente d'utiliser un système qu'elle va introduire dans le vagin, l'équivalent d'un tampon, qui va permettre de récolter finalement les cellules
exfolier à la surface du col et du vagin et faire la recherche virale sur ce prélèvement. C'est un autoprélèvement parce que c'est la patiente qui le réalise elle-même, ce n'est pas le médecin. Cela peut se faire également sur les urines. Alors, les données de la littérature que nous avons maintenant depuis quelques années montrent clairement que la performance du test HPV à détecter les lésions de haut grade dans le dépistage, elle est quasiment identique, ou presque identique, avec les prélèvements réalisés par le médecin lui-même ou l'autoprélèvement réalisé par la patiente. Alors, quel est l'avantage évidemment de cette approche? C'est pas tellement de chanter l'activité du médecin, mais c'est juste de cibler les populations qui ne viennent pas consulter ou qui vont être bloquées à la consultation gynécologique et à travers lesquelles on pourrait, en adressant simplement un kit, finalement réaliser le dépistage à la maison. Le kit est ensuite adressé dans une enveloppe prétimbrée au laboratoire qui va rendre un résultat de test HPV. Alors, cet autoprélèvement, il est intéressant en termes de performance et la sensibilité de l'HPV, comme je vous l'ai dit, dans les deux approches, elle est quasiment identique. Cependant, lorsque le test est positif pour l'HPV, après l'âge de 30 ans, l'autoprélèvement ne permet pas de faire le triage cytologique. Il faut que la patiente aille consulter le médecin pour faire un frottis destiné à la cytologie. Cet autoprélèvement exige aussi des techniques de détection de l'ADN viral ou même de l'ARN viral, des techniques d'amplification de PCR. On ne peut pas exploiter des techniques semi-quantitatives moins sensibles que les PCR. Alors, évidemment, l'objectif, c'est justement de faciliter l'accès à des cibles qui ne viennent pas consulter et d'augmenter la couverture au dépistage. Nous pensons que ces outils-là doivent être réservés, en tout cas pour l'instant, aux centres de gestion qui vont aller chercher ces populations à risque, plutôt que de les mettre à disposition directement aux patients par les laboratoires, ce qui aurait parfois comme conséquence de ne pas aller consulter le médecin ou le gynécologue régulièrement pour le reste du suivi. Voilà pour ce qui est du dépistage et des avantages et des difficultés rencontrées aujourd'hui en France.